Bonjour Romain Migus, bonjour à Bonjour tous. Donc Régis. un petit flash sur l'Amérique latine, les élections en Argentine spécialement. Romain qui est notre Tintin reporter, donc qui passe d'un pays à l'autre, qui a été en Argentine pour le premier tour. Je suppose que tu y retourneras pour le deuxième, qui est le 19 novembre, je crois que c'est ça. Il va nous dire comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut penser. C'est un très grand pays qui vient d'intégrer les BRICS. Et donc, c'est important de savoir ce qui s'y passe. Alors, autre chose, compte tenu de l'actualité, du nouveau théâtre de la guerre mondiale, la troisième qui s'est déclenchée, c'est un petit peu mon approche. Il y a le théâtre ukrainien sur lequel on intervient beaucoup depuis un an. Il y a désormais un autre front qui s'est ouvert. Et est-ce que, Romain, tu peux nous dire comment c'est perçu et vécu par l'Amérique latine? Alors, tu parles évidemment du conflit Oui, oui, israélo-palestinien pardon, au Moyen-Orient, bien sûr, oui. au Moyen-Orient, donc ce qui est en train de se passer, la boucherie à Gaza. Alors, en Amérique latine, j'ai regardé un peu toutes les déclarations des ministères des Affaires étrangères ou des présidents de la plupart des pays d'Amérique latine. Et on peut les diviser en trois groupes. Tu as un premier groupe qui a condamné le Hamas comme une organisation terroriste, ou alors qui a déclaré que le Hamas avait fait une action terroriste, mais qui, dans le même temps, rappelle la nécessité d'une paix durable et d'une solution à deux États. Donc, dans ce groupe-là, on va trouver des pays comme le Chili, comme le Brésil et le Mexique, par exemple. Tu as un autre groupe de pays qui, lui, prend le conflit dans sa globalité, refuse d'émettre une opinion sur l'un ou l'autre des belligérants et évidemment appelle aussi à trouver des solutions pour la paix. Dans ce groupe-là, on va trouver le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et aussi la Colombie. Le président Petro a été très actif, notamment sur les réseaux sociaux, pour maintenir ce point de vue-là. Et puis, on va trouver un autre groupe qui vont être les soutiens inconditionnels à Israël et qui, dans ce groupe-là, on va retrouver des pays comme le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay. Et donc, les alliés de Washington dans la région. Et puis, on va trouver aussi l'Argentine. Alors, tu me diras, mais l'Argentine, que se passe-t-il? Aurait dû être dans un des deux groupes. Normalement, l'Argentine aurait dû être dans le premier groupe, tout du moins. Sauf que l'Argentine est en campagne électorale. L'Argentine, c'est la 5e communauté juive au monde. Donc, je pense que l'Argentine se serait bien passée en pleine campagne électorale d'avoir à réagir sur le conflit palestinien, puisque c'est très épineux au sein de la population. Voilà, donc ça peut-être aussi expliquer en tout cas la position actuelle de l'Argentine, voire même du candidat Massa et a fortiori encore plus du candidat Javier Milei sur le conflit israélo-palestinien. Alors, je conclurai là-dessus pour dire que il n'y a pas le même rapport. Même s'il y a eu des manifs conséquentes dans tous les pays d'Amérique latine, il y a eu des manifs pro-Palestine dans tous les pays d'Amérique latine, même au Pérou d'ailleurs, il y a eu une manif assez conséquente à Lima. Mais ça reste, on va dire, beaucoup plus loin et donc les réactions sont moins épidermiques que ce qui se passe en Europe, par exemple, avec la réaction. Voilà. Voilà pour le petit topo. Alors, j'ai eu une impression, parce que je suis ça à distance, j'ai eu une impression, en particulier avec le Brésil, qui avait voté contre la première résolution, qui siégeait au Conseil de sécurité, qui avait voté contre la première résolution présentée par la Chine et la Russie, et qui ensuite a déposé la sienne. Et j'ai l'impression qu'il y a des inflexions dans les déclarations de Lula, et peut-être chez d'autres, après les bombardements de Gaza. C'est-à-dire que la première phase, c'est le choc lié à l'intervention du Hamas, avec ce choc d'abord les atrocités dont on a fait état, et puis surtout la surprise, pour commencer, la surprise d'Israël.
Mais maintenant, tous les jours, des images épouvantables qui font le tour du monde, des images des bombardements, des bilans terrifiants, et puis la question des enfants, quoi. Hein, 40% de la population de Gaza sont des enfants, et je veux dire, bon, faut avoir le cœur bien accroché, hein, pour les voir et les regarder, ces vidéos. Et est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là Oui. aussi une évolution? Je pense à Lula, Bien par sûr, exemple, qui est devenu de bien plus en sûr. plus ferme, quoi. Bien sûr, les groupes là, que je te mentionnais, c'était dans un premier temps, on va dire. Après les premières réactions d'Israël, donc après la tuerie du Hamas, puis les premières réactions d'Israël, mais après avoir vu la réaction, je veux dire, démesurée, pour utiliser un euphémisme, hein, de Israël, effectivement, il y a une évolution pour condamner les bombardements, pour condamner la boucherie de civils et essayer, encore une fois, euh, d'essayer d'avancer, de faire débloquer la situation et de trouver une solution et une paix, et en tout cas pour arrêter les massacres de civils qui se passent en ce moment. Donc oui, effectivement, ça a évolué, la position du Brésil a évolué, bien évidemment. Bien, alors, nous allons quitter le théâtre du Moyen-Orient et revenir à ce qui se passe, ce qui s'est passé d'abord pour le premier tour, et avant, puisque tu as assisté à la fin de la campagne électorale, le résultat de celle-ci et un petit peu ce qui risque de se passer. Alors, on te reverra après le 19, hein, bien évidemment. Oui, alors je crois que pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière, comme à chaque fois. L'Argentine a connu une très grave crise économique en 2001, n'est-ce pas? Alors, cette crise économique déjà touchait les secteurs des classes populaires, mais en 2001, c'est les secteurs des classes moyennes qui sont assez développés en Argentine qui a été touché, puisque du jour au lendemain, les banques ont fermé et des dizaines de milliers d'Argentins ont perdu leur épargne. C'est-à-dire que vous allez vous coucher le vendredi, puis le lundi, vous réveillez, puis il n'y a plus d'argent dans les comptes. Donc évidemment, ça a donné une énorme crise qui a amené au pouvoir un péroniste, Nestor Kirchner, qui s'est donné pour but de redévelopper l'État-providence, de reconstruire des services publics, de refaire un État protecteur et d'avoir cet objectif initialement péroniste de développement de développement national, n'est-ce pas? Donc, Nestor Kirchner est mort, sa femme a pris le relais, on va dire, pendant 2 mandats. Et donc, il y a eu de 2003 à 2015 un État qui a été d'ailleurs aussi un des principaux États pour l'intégration régionale en Amérique latine. Et le développement, le retour de l'État protecteur, la consolidation des classes moyennes, le fait que les classes populaires, des millions de personnes ont été sorties de la pauvreté, et les Argentins se sont réaccoutumés finalement à cet État-providence et à ses acquis sociaux. Alors évidemment, il y avait encore aussi des problèmes internes, et c'est là qu'intervient l'élection de 2015 où un candidat libéral, donc un des plus grands patrons de l'Argentine, Mauricio Macri, comme discours de campagne, dit « Je ne toucherai pas aux acquis sociaux, mais je les améliorerai ». Alors ça, évidemment, c'est une grande tactique en Amérique latine pour les libéraux pour essayer de reconquérir le pouvoir. Macri a gagné, la stratégie a été payante, et bien loin d'améliorer les acquis sociaux, il les a pulvérisés. Sa politique libérale a donné lieu à plusieurs dévaluations. Les salaires ont été divisés par 3. Donc, il y a eu le début d'un appauvrissement de la société argentine. Et surtout, Macri a réenchaîné le pays au FMI, au Fonds monétaire international, concoctant un prêt de 55 milliards de dollars. C'est le prêt le plus important que le FMI a donné durant son histoire. Évidemment, tu vas me dire, mais finalement, un prêt, ça peut servir des fois. Si on emprunte de l'argent pour développer l'infrastructure, les hôpitaux, les écoles, c'est-à-dire qu'on mise
finalement sur l'avenir, sur l'éducation supérieure, la technologie, etc. Et finalement, il va y avoir un retour sur l'investissement, on va dire. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça a été le prêt, une bonne partie du prêt a été utilisée pour payer des multinationales, genre BlackRock, par exemple. Donc, les Argentins n'en ont pas vu la couleur, mais ils doivent payer. Donc, les Argentins ont été déçus par ce retour de l'expérience libérale. Ils sont donc, en 2019, revenus au péronisme. Sauf qu'en 2020, il y a la pandémie. Le gouvernement argentin décide de préserver la santé et les emplois. Donc, il y a un énorme investissement dans le réseau sanitaire, les hôpitaux, les vaccins, l'achat de vaccins, bien évidemment, mais aussi pour préserver ou éviter l'effondrement total de la qualité, du niveau de vie des gens, notamment par un système d'allocation, comme on a vu en France, mais aussi par une espèce d'assurance chômage, l'État payant la moitié des salaires de l'entreprise privée. Sauf que cet investissement pour préserver finalement la santé économique et sanitaire des Argentins n'a pas pu se financer grâce à un prêt, comme l'a fait la France, par exemple, mais pourquoi? Parce que le pays était déjà endetté jusqu'au cou, donc ils ont financé cette protection par de l'émission de monnaie, renforçant ainsi la spirale inflationniste, en pensant pouvoir, à la sortie de la crise sanitaire, l'enrayer. Et là, pas de peau, sur l'année de sortie, l'économie ne s'est pas relancée parce que l'Argentine a connu une immense sécheresse. Et donc, ça a bloqué le pilier de l'économie argentine, qui est l'agriculture. Et donc, ça a enchaîné, en tout cas, un manque à gagner dans ce secteur de 25 milliards de dollars. Ce qui fait que la qualité de vie des Argentins ne s'est pas améliorée, même elle s'est empirée. L'inflation interannuelle est de 140%. Donc, évidemment, le niveau de vie baisse, le pouvoir d'achat est complètement atomisé. Le taux de pauvreté est remonté à 40%. Et évidemment, ça, c'est du pain béni pour le candidat Javier Milei, un candidat libertarien qui a dit, voilà, vous avez connu les libéraux, ça a été un échec. Vous êtes revenu au péronisme, ça a été un échec. C'est parce que cette caste est complètement inopérante. Moi, je propose un nouvel horizon, un nouveau futur, de nouvelles méthodes. Et donc, évidemment, ça va avoir un impact dans la société argentine. Le dégagisme, quoi. C'est-à-dire que voilà, il faut complètement changer, sortir de cette populisme particulier, populisme-dégagisme. Bien, donc, il est arrivé un peu à la surprise générale, si j'ai bien compris. Au début, quand les premiers sondages sont arrivés, tout le monde a été un peu surpris. Mais les mêmes sondages se sont révélés finalement en partie erronés, puisque le résultat du premier tour n'était pas celui qui était annoncé. Oui, alors, Javier Milei n'est pas un inconnu non plus sur la scène politique argentine. Javier Milei est un chroniqueur, un éditorialiste dans les médias, donc ça fait quand même plusieurs années qu'il explique ses positions dans les médias. Il a été d'ailleurs, pour l'année 2018-2019, selon l'entreprise de consulting Ejes de Comunicación, le chroniqueur le plus invité sur les plateaux télé. En 2021, il saute le pas et se fait élire député. Alors, Javier Milei, c'est vraiment un discours complètement disruptif, c'est-à-dire qu'il va, tout ce qui fait le socle de la politique argentine, tant chez les libéraux que dans le péronisme, il va complètement l'exploser. Milei a critiqué, alors d'une violence, avec une violence soutenue, mais a critiqué le pape François, qui fait la fierté même de tous les Argentins, puisque le pape François est argentin. Il a critiqué le pape François en disant que c'était le représentant du malin sur terre. Il a critiqué Maradona. Maradona, c'est une idole, un dieu vivant en Argentine. Pour Javier Milei, les Manouines sont anglaises. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie d'un socle argentin, la revendication territoriale des Malouines. Et puis, Javier Milei va se revendiquer
on va revendiquer le modèle de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, les Argentins n'oublient pas non plus. Margaret Thatcher, c'est la destruction, le torpillage du croiseur Belgrano. C'est donc 393 morts sur le croiseur pendant la guerre anglo-argentine, la guerre des Malouines, n'est-ce pas? Donc, effectivement, toute une partie du socle de la politique argentine est balayée par Javier Milei. Alors, il y a une petite blague en Argentine qui dit que, une petite phrase qui dit que le ciel est bleu car le ciel est péroniste. Le ciel bleu est péroniste. Et même ça, si tu veux, c'est à peu près, les libéraux le tolèrent, cette phrase, en disant que oui, le ciel est bleu et péroniste, mais parce qu'ils ont volé tous les nuages. Donc, voilà, bon, Milei balaye ça. Milei, pour lui, le ciel, il veut le privatiser. Quelles sont les mesures de Javier Milei? Elles ne sont pas si nouvelles que ça. Parce que des vagues libérales, l'Argentine en a connu sous la dictature en premier lieu, et puis sous le gouvernement de Carlos Menem dans les années 90. Javier Milei veut réduire l'État à sa taille minimale. Fin de la plupart des ministères, il y a une vingtaine de ministères, il va en garder que 5. Javier Milei veut privatiser absolument toutes les entreprises publiques argentines. Javier Milei veut privatiser l'éducation, la santé, arrêter tous les programmes sociaux. C'est, comme lui se définit lui-même, de l'anarcho-capitalisme. L'État est l'ennemi, l'État ne doit intervenir dans quasiment rien. Il veut même faire sortir l'Argentine du Mercosur, rompre avec la Chine au niveau international, rompre avec le Vatican, privatiser les cours d'eau et même privatiser la mer, l'espace maritime argentin. Alors tu vas me dire, mais c'est quand même bizarre, pourquoi les gens sont attirés par cela? Eh bien, en fait, les gens ne prêtent pas vraiment attention à ces mesures-là. Mais là, il y a deux mesures phares, ou en tout cas deux discours phares. Le premier, c'est la dollarisation de l'économie. Non? Alors, il est assez vague sur comment il va dollariser l'économie. Il a d'abord dit que c'était réglé avec des gens à Washington pour avoir la quantité de liquidité suffisante pour pouvoir dollariser du jour au lendemain. Après, il a dit que ça allait durer plusieurs mois. Le président de son groupe parlementaire que j'ai interviewé en Argentine dit que, pour reprendre d'ailleurs des théories de Hayek, que finalement, ils vont fermer la banque centrale et libéraliser la monnaie, et que la monnaie qui génère la plus de confiance gagnera et sera la monnaie du pays. Bon, voilà. En revanche, la mesure phare aussi, ou le récit phare, c'est le récit de la caste. De dire, voilà, depuis 8 ans, se succèdent des politiciens professionnels qui ne font absolument rien pour vous et qui finalement se gavent sur le dos des honnêtes travailleurs argentins qui payent des impôts, et la caste, elle, se gave, etc. Ça, c'est quelque chose qui a tapé, notamment chez les plus jeunes qui n'ont pas connu la crise du début des années 2000, qui finalement n'ont grandi que sous le péronisme avec la parenthèse libérale de Mauricio Macri, et qui aspirent à changer. Quand tu discutes avec les gens, alors j'ai été au meeting de fin de campagne de Milei, je dois dire d'ailleurs que c'était assez impressionnant, il faut quand même le reconnaître, et la plupart des gens que j'ai interrogés donc, au meeting, c'est-à-dire des partisans, puis après dans les rues, ne prennent pas en compte la plupart des mesures, disent avec Milei, ça va changer. Donc il y a un vote d'espoir, un vote aussi de ressentiment, c'est-à-dire si moi je suis dans la merde, alors dans ce cas-là, on prend des mesures radicales, soit on est tous dans la merde, soit on essaie de changer les choses. Et puis j'ai même eu des gens, surtout des jeunes d'ailleurs, qui me disaient, bon, moi je vais voter Milei, ok, très bien. Et alors je demandais, mais quelles sont les mesures avec lesquelles vous êtes d'accord, ou plutôt que vous n'êtes pas d'accord? Et donc, alors les mesures sur lesquelles on est d'accord, ça pêche, on ne sait pas vraiment. C'est plutôt, ça va changer, c'est quelqu'un de nouveau, etc. Il a un discours radical. Et même, j'ai même eu des personnes qui m'ont dit, moi, je ne suis pas d'accord sur certains des points du programme de Milei. Ah bon, lesquels? Moi, je suis plutôt pro-avortement. Moi, je ne suis pas d'accord sur la privatisation du système de santé. Je ne suis pas d'accord avec la privatisation de l'éducation. La dollarisation, je ne suis pas sûr que ce soit bien. En fait, les gens vont voter pour quelqu'un dont ils sont contre le programme. Et ça, je dois je dois préciser aussi
qu'il y a eu des sondages, donc en début septembre, les sondages, pardon, début septembre, non, en mi-septembre, qui montrait qu'effectivement Milei, en tout cas, allait aller au deuxième tour, ça c'était sûr, mais que les 2 tiers des Argentins, ou en tout cas 60% des Argentins, sont contre les idées qu'il préconise, sont contre la privatisation des services publics, sont contre la privatisation des entreprises, et même ne pensent pas qu'il existe une caste politique. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des idées, Milei a un plafond de verre, et d'ailleurs, on vient bien de le voir le dimanche 22 octobre, où finalement, il a amélioré un petit peu le résultat qu'il avait fait lors des primaires, mais pas énormément, il reste à 30% des voix. Alors, je t'entendais dire tout à l'heure qu'il avait été chroniqueur, journaliste, ça me faisait penser à un autre chroniqueur, journaliste, qui dans un premier temps était annoncé très haut. Je me rappelle, il y a eu tout l'automne 2021 a été consacré à Éric Zemmour, c'est impressionnant. Et après, quand les choses sont redevenues sérieuses, non pas que Zemmour soit pas sérieux, c'est pas ça le problème, c'est que on a recommencé à discuter et à faire de la politique. Il s'est retrouvé à un étiage très bas, et alors quand il a voulu se présenter aux législatives, il s'est fait écrabouiller. Donc le problème, est-ce qu'il y aurait, et donc c'était la dimension populiste. Et si on l'essayait, quoi, c'était un petit peu ça. Et rappelons-nous ces meetings qui étaient impressionnants aussi. Les meetings où il y avait eu des bagarres, il y a des gens qui étaient venus pour les troubler, puis il y a des gars qui leur ont tapé dessus, etc. Mais tout ça ensuite a complètement disparu. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas… Alors, tu vas nous dire quel a été le résultat du premier tour. Alors, je vais d'abord te répondre sur la question. Après, il faudra aussi que je présente le candidat péroniste. Oui, c'est vrai, il faut… C'est pareil, là, il y a aussi, pour le candidat péroniste, il y a aussi, on rigole parce que les gens disent je vais voter Milei, mais je suis contre son programme, mais il y a quand même un miracle. De toute façon, le péronisme est un miracle permanent, mais il y a quand même le miracle d'avoir voté, puisque Sergio Massa, le candidat péroniste, est le ministre de l'économie. C'est-à-dire, il est le ministre de l'économie qui, comme bilan, a 140% d'inflation et 40% de pauvreté. Donc, pourquoi les gens ont aussi voté pour eux? Mais avant ça, je vais répondre sur Zemmour, enfin pour Zemmour, sur la comparaison que tu dresses entre Milei et Zemmour. Oui, parallèle, c'est pas une comparaison. Oui, le parallèle, oui, tout à fait. Elle existe. Il y a même d'autres choses. Milei et Zemmour, quoi qu'on pense de leurs idées, c'est des gens tout de même assez intelligents. Non, c'est pas l'espèce de politicard, c'est pas François Hollande. Zemmour et Milei sont beaucoup plus. Ah oui, mais ça c'est déloyal de prendre un exemple pareil. Donc, non, il faut pas. Non. Personne ne peut être comparé personne ne peut être comparé à cette limace politique. Bon, je sais. Et donc, si tu veux, le fait est que les propositions de Milei ou même celles de Zemmour, avec cette grosse radicalité, ce discours disruptif, de revenir sur ce qui est plus ou moins communément admis dans la société argentine, le fait d'essayer aussi d'insuffler une certaine haine de l'autre, je ne sais pas beaucoup le truc, ou en tout cas adversité, ou mettre en confrontation plusieurs secteurs de la société argentine ou française, ce n'est pas uniquement un hasard, non? On voit surgir dans le monde entier ce que moi j'appelle les derniers mohicans d'un système en perdition, qui est la défense du néolibéralisme actuel et la chute ou le déclin de l'hégémonie occidentale. Et donc, on a des candidats qui défendent des idées libérales presque pures et qui se font les avocats encore de l'hégémonie occidentale en perdition. Alors effectivement, nous avons Milei en Argentine ou Zemmour en France, mais nous avons aussi Maria Fernanda Cabal en Colombie et Cast au Chili. Nous avons Abascal avec Vox en Espagne, Meloni en Italie. Donc effectivement, on voit, je pense moi, dans une période de transition, je ne sais pas combien de temps elle pourrait durer, cette période de transition, parce que je pense qu'on va vers la construction d'un autre système, d'une nouvelle étape du capitalisme et
des relations internationales vers un monde multipolaire et polycentré. Et dans cette étape de transition qui peut durer, peut durer même 20 ans, évidemment, verra le surgissement des défenseurs du système qui lui est en déclin. Donc, ce n'est pas un hasard. Je pense que ce n'est pas un hasard. Et c'est d'autant plus pas un hasard que ces gens se rencontrent, partagent des stratégies, des tactiques, des discours, des narrations au sein du Forum de Madrid, qui est l'endroit où la plupart des personnes qui adhèrent en tout cas à cette vision se retrouvent au niveau international et dont la dernière édition a eu lieu à Lima. J'y étais, j'ai un peu pré-interrogé tout le monde, c'était assez rigolo et cocasse, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Voilà. Alors, tu voulais nous parler de Massa. Oui, oui, de Massa et du péronisme. Alors Massa, c'est un candidat atypique. C'est un candidat qui a été à peu près qui a eu une carrière politique en zigzag, qui a été opposant au péronisme. Il a été candidat en 2015 contre le candidat du péronisme. Alors, il en a mis plein la tête à Christina Kirchner. Et dans ce gouvernement qui était un gouvernement plus centriste, Massa a donc été d'abord président de l'Assemblée nationale, et puis il va accepter le poste de ministre de l'économie. Alors, quand on lui dit effectivement, mais vous avez vu, il dit oui, mais la spirale inflationniste était déjà enclenchée avant que j'arrive, moi je mets les moindres dans le cambouis. J'essaie de trouver des solutions depuis je ne fuis pas et je ne fais pas que des discours. Bon, voilà. Alors, le péronisme, en 30 secondes, ça va être assez difficile. Le péronisme, de Domingo Perón, non, donc, à partir de 45, et qui est un mouvement de développement national, non, un mouvement, et qui avait deux facettes. Une facette très progressiste au niveau de la consolidation des droits sociaux et des droits des travailleurs, avec aussi la construction d'infrastructures propres à pouvoir développer le pays, et qui a aussi un penchant ou un groupe plus lié à des secteurs entrepreneuriales, des secteurs et donc ce qu'on pourrait qualifier de secteurs plus de droite ou libéraux. Et tout ce petit monde-là coexiste au sein du péronisme, et le péronisme, je dirais, va et vient, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la seconde vague libérale de l'Argentine, donc avec l'implantation du néolibéralisme en Argentine, voilà, la consolidation, parce que la dictature l'avait déjà implantée, et cette consolidation a été le fait d'un péroniste. Donc, le péronisme a résisté à la dictature, et il a aussi résisté à l'impopularité relative, tout du moins, des conséquences de l'application du néolibéralisme par ce même parti justicialiste. On a quelques petites sautes liées probablement à la distance, puisque Romain est au Pérou. J'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir là. Oui, mais je suis même sûr qu'il va nous revenir. Bon. Mais je ne sais pas s'il se rend compte que... Hein? On a été coupé une vingtaine de secondes. Hein. Ok. Donc, je disais que le péronisme a cette capacité de réinvention et de pardon, puisque les courants internes peuvent se bagarrer à la fois de manière très forte. Dès qu'il s'agit de faire campagne, ils vont tous s'unir de nouveau autour d'objectifs de développement nationaux. Voilà, ça c'est important, et c'est ce que porte Sergio Massa. Donc, il y a une mystique véritable péroniste, et ils ont eu peur. Il faut dire que les péronistes ont eu peur, puisque les PASO avaient mis Milei devant, et Milei faisait sa campagne pour gagner au premier tour. Pour gagner au premier tour en Argentine, ce n'est pas nécessaire d'avoir 50% des voix. Avec 40% des voix et 10% de différence avec le deuxième, on est élu directement au premier tour. Les péronistes ont eu peur. Du coup, ils se sont solidifiés autour de leur candidat, qui est un candidat très pragmatique, et ont fait une campagne en allant chercher les votes par-dessous les pierres, comme ils disent.
tous les syndicats, les organisations sociales, les groupes politiques, les mouvements, etc., qui constituent l'essence même du péronisme avec sa forte présence territoriale, sont allés faire une campagne vraiment très forte. Et donc, ça a eu ce résultat. Donc là, je peux le dire, 37% pour Sergio Massa, le candidat du péronisme, 30% pour Javier Milei, candidat anarcho-capitaliste, libertarien, et 24% pour Patricia Bullrich, les libéraux traditionnels, la coalition politique qui avait porté Mauricio Macri au pouvoir en 2015. Alors, comment on peut interpréter ça? Eh bien, je pense comme un référendum sur l'État-providence. Les Argentins n'ont pas voulu de la destruction de l'État-providence, c'est vraiment ce qui faisait le plus peur. Hein. Javier Milei n'hésitait pas à parler de l'immondice de la justice sociale. Les Argentins au premier tour, tout du moins, n'ont pas adhéré à ce discours qu'ils considéraient trop radical, trop violent. Milei commençait à faire peur. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient voté Milei aux primaires et qu'il s'était retranché à voter soit pour Massa, soit pour le candidat des libéraux traditionnels, parce que Milei était un peu, je vais dire, repoussoir. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, n'est-ce pas? Généralement, l'horizon de transformation sociale, il appartient au péronisme. Et là, ce n'était plus le cas. L'audace, la rupture, le côté disruptif, je dirais presque même le côté révolutionnaire, il était du côté de Javier Milei, qui proposait de découper les ministères avec une tronçonneuse. Il faisait dans les meetings campagne avec une tronçonneuse, non? Le côté rock, un peu punk même, était du côté de Javier Milei. Dans son meeting de campagne, meeting de fin de campagne, qui était très rock. Alors, ce meeting de fin de campagne, c'était à la fois... Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Autant j'ai fait le meeting de fin de campagne des péronistes, pour c'est un meeting politique. J'en ai fait plein en Amérique latine, voire même en France. Il y a des codes, on va dire. Bon, chez Milei, tous ces codes sont explosés. C'était à la fois un concert de hard rock, une espèce de rythme messianique. C'était assez impressionnant, mais toujours est-il que les musiques utilisées étaient des musiques de protestation qui, normalement, étaient utilisées par des agrupations, on va dire, révolutionnaires, ou en tout cas qui proposaient un horizon de changement. Il y a une musique, par exemple, qui était l'hymne de la révolte face à la crise en 2001, non, de Bersuit, qui disait l'explosion sociale arrive, et Milei l'a récupéré. Donc, il y a toute une façon aussi de récupérer tous les codes chez Javier Milei de la contestation sociale. Et c'est ça un peu qui était paradoxal, puisque les recettes de Javier Milei ne sont pas neuves. Hein. Elles ont été implémentées en Argentine depuis 1976, dans les années 90 avec la vague néolibérale. Et pourtant, le candidat du péronisme, c'était le candidat conservateur. Pourquoi conservateur? Parce que, d'une part, c'était de dire c'était mieux avant, finalement, d'aller regarder vers le passé pour apporter des solutions, n'est-ce pas? Nous avons consolidé et créé un État-providence, que nous allons consolider. Et puis, surtout, les péronistes n'arrivaient pas, alors là, ça va changer radicalement, mais n'arrivaient pas à proposer un horizon de transformation sociale distinct avec un récit qui permet aux Argentins d'adhérer à cette proposition de transformation sociale. C'est pour ça que je dis que les codes politiques que nous pouvons avoir étaient complètement modifiés dans cette élection argentine. Alors, dis-moi, j'ai vu passer une information aujourd'hui d'ailleurs, selon laquelle la candidate arrivée en troisième position, qui représente, si j'ai bien compris, la droite d'affaires, avait décidé de se désister au profit de Milei.
Bon, il y a un écart important entre le premier et le deuxième tour. Hein. Chez nous, c'est 15 jours. Là, c'est un mois. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ce... Alors, je ne te demande pas de faire de pronostics ou de prendre des paris, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que cette surprise peut créer une dynamique en faveur de Massa? Et est-ce il peut craindre le ralliement de Madame Burmiche, Boulmiche, je l'ai appelé comme ça, mais au profit de Milei. Oui, alors, c'est évidemment la réaction que tout le monde se pose et je vais vous donner des clés pour essayer de comprendre le deuxième tour. Donc, je répète les résultats, 37% pour Sergio Massa, 30% pour Javier Milei, 24% pour Patricia Bullrich. À côté de ces résultats, il y a eu un résultat très important qui est la province de Buenos Aires, l'Île-de-France, pour aller vite. Non celui qui a été réélu au premier tour, c'est le gouverneur actuel, président de région, on appellerait ça en France, qui est Axel Kicillof. Et Axel Kicillof représente cette gauche du péronisme. Non de plus, les kirchneristes ont consolidé leur assise territoriale au niveau des mairies dans la province du Grand Buenos Aires. Ça, c'est important parce que au niveau déjà du péronisme, après je vais rentrer dans les détails de ta question, au niveau du péronisme, va y avoir un remodèlement. C'est-à-dire, d'ailleurs, le candidat Sergio Massa l'a dit, un cycle s'est terminé, c'est-à-dire ce cycle de péronisme progressiste très ancré à gauche et qui avait pour la mission de reconstruire sur les décombres d'une crise économique et sociale terrible, reconstruire un État-providence. Ce cycle est terminé et nous arrivons, parce que les conditions matérielles les y obligent, nous arrivons dans un nouveau cycle plus pragmatique, plus centré de préservation des acquis sociaux et de développement national, mais beaucoup plus pragmatique. Sergio Massa a toujours dit dès que j'arriverai au pouvoir, je ferai un gouvernement d'unité nationale dans laquelle nous ouvrirons des espaces à des gens qui ne sont pas péronistes et notamment de centre droit. Sauf que la réinvention du péronisme là, à l'intérieur du mouvement, Massa ne va pas pouvoir, s'il gagne, hein, s'il gagne, évidemment, le péronisme va se reconstruire autour de sa figure et de ses propositions, mais il ne va pas pouvoir marginaliser cette option radicale de transformation sociale, puisque y a un gros bastion, je vais te dire, un gros bastion auquel Sergio Massa doit beaucoup, puisque des 3 millions de voix qu'il a gagnées entre août et le 22 octobre, 2 millions proviennent de la province de Buenos Aires. Donc, indirectement, des voix que le gouverneur actuel a su mobiliser par sa gestion qui a été applaudie par tout le monde. Il a fait 45% des voix. Donc voilà pour la reconfiguration future du péronisme, ça va être une étape dans la mesure où Sergio Massa gagne. Si Sergio Massa perd, alors là évidemment les cartes vont être battues, il va y avoir certainement un affrontement interne et la figure du gouverneur de Buenos Aires va prendre une toute autre dimension. Voilà pour le péronisme. À l'Assemblée nationale, donc j'ai dit les résultats de la présidentielle, à l'Assemblée nationale, le péronisme a 42% des députés, le Juntos por el Cambio, donc les libéraux, 36%, et Javier Milei, 15%. Il y a 7% de gens de centre droit ou de péronisme de droite régionaux, et puis il y a 2%, je crois, ou 1% de trotskistes. Donc, ça veut dire que le président, quel qu'il soit, va devoir composer avec une Assemblée nationale dont il n'a pas la majorité parlementaire. Alors, en ce qui concerne le deuxième tour, eh ben là, je dirais que, sans faire de pronostic évidemment, mais tout de même, vous donnez les clés pour essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais c'est facile, 30% de Milei plus 24% de droite, ça fait 54%, Milei va gagner. C'est pas comme ça que ça marche, jamais. C'est pas comme ça. Ça, c'est des mathématiques. La politique est autre chose et l'électoral est encore autre chose. Le candidat Javier Milei a fait une campagne basée sur la caste, sur le fait que c'était tous pareils, tous pourris, etc. De Patricia Bullrich, il a dit que c'était une terroriste.
il y a même une plainte qui a été déposée en diffamation contre Milei, qu'elle avait tué des enfants, de Mauricio Macri. Alors, pour vous donner une idée, Mauricio Macri, au niveau économique, il est à la droite de Macron. Milei a dit que Mauricio Macri était un socialiste, un homme répugnant, et que l'échiquier politique argentin était tellement déplacé à gauche que même un socialiste comme Macri était considéré comme un libéral. Très bien. Des radicaux, donc ce parti historique qui est plutôt de centre-droit, il a dit que c'était un ramassis de rats socialistes. Donc, les radicaux, c'est François Bayrou, si vous voulez, non? Bon. Sur l'Ukraine, je vais en parler parce que certains de ceux qui nous écoutent le connaissent. On a Xavier Moreau, qui est installé en Russie, qui fait des interventions souvent très intéressantes et qui traite Macron de gauchiste, hein, le gouvernement gauchiste de Macron. Bon. Bah, il a fait démission. Je pense qu'il s'attache là plus au niveau sociétal qu'au niveau économique, parce que je ne vois pas en quoi, même si évidemment Macron n'est pas Milei, effectivement, ça c'est vrai, Macron n'est pas Milei, mais tout de même, faire de Macron un gauchiste, c'est au niveau économique, au niveau économique, hein, parce qu'après, mais tu vois, je le vois assez difficile, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que ces analyses que j'écoute de temps à autre sur la Russie soient très bonnes aussi, en tout cas donnent un autre point de vue sur Tout à fait. C'est la intéressant. guerre en Ukraine. Oui, bien sûr, oui. L'un n'empêche pas l'autre, hein, on n'est pas obligé de tout partager. Alors, Javier Milei est coincé parce que Bullrich, la terroriste, eh ben, il l'a rencontré aujourd'hui, il est en train de lui demander les voix. Pareil pour les radicaux, pareil pour Macri, etc., avec qui il parle par téléphone et qui devrait se produire une réunion. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'est des petites bagarres de campagne. Oui, c'est vrai, mais ça laisse des traces. Ça laisse des traces chez les militants. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes un militant libéral, un macroniste, et vous vous faites traiter par un candidat de charogne mélenchoniste. Bah, le jour d'après, pour aller faire campagne, oui, c'est un peu compliqué. Ouais, je vais peut-être aller me faire un barbecue, hein, comme font les Argentins. Vous voyez, ça laisse des traces, évidemment. Bien sûr, ça Un laisse des traces. assado. Un assado, exactement. Voilà. Même si effectivement, les élites des partis, en tout cas celui de Bullrich, a dit qu'elle apporterait ses voix à Milei. Et Milei le laissait entendre qu'il pourrait leur donner un des 5 ministères qu'il compte garder. Oui, mais ça va être catastrophique dans son électorat de base. Pourquoi? Ben parce que Milei a fait sa campagne justement contre la caste. Et là, qu'est-ce que va voir l'électeur de base qui déjà ne partage pas la totalité de son programme? Eh bien, il va voir arriver les membres de la caste qui vont d'ailleurs eux-mêmes avoir des miettes politiques où on va leur donner une part du gâteau. Ce qu'il faut voir, c'est que Milei a fait campagne en traitant ce parti, donc qui s'appelle Juntos por el Cambio, Ensemble pour le changement. Il les appelait Juntos por el Cargo, Ensemble pour l'emploi, pour le pognon, quoi. Donc, ça va laisser des traces, ça aussi. Il y a des gens qui vont dire, ben voilà, moi, j'ai voté pour un changement radical, je ne veux plus les voir, ces gens-là, et maintenant, ils viennent et ils vont prendre des ministères ou ils vont prendre une part du gâteau, ce n'est pas possible. Ça va laisser des traces. Donc, c'est pour ça que 30 et 24, ce n'est pas vrai. Qui plus est, il y a une partie non négligeable de l'électorat de Juntos por el Cambio, des libéraux, qui, eux, sont plus de centre-droit, voire même de droite, voire même de la droite d'affaires, qui vont s'incliner vers Sergio Massa. Parce que Massa, ce n'est pas la gauche du péronisme. Massa est un pragmatique. Massa a des très bonnes relations avec un secteur de l'entrepreneuriat argentin. Massa est plutôt un centriste. Et donc, il y a toute une partie de l'électorat et aussi du secteur patronal qui vont être inclinés à trouver des solutions dans un cadre défini et connu
plutôt que tout chambouler avec Milei. Donc, c'est pour ça que 30 plus 24 ne fait pas 54 et que, si même rien n'est écrit, parce qu'on va voir les proportions de ces gens-là qui vont chez Massa, qui restent avec Milei, etc. Mais en tout cas, si la balle était dans le camp de Milei au premier tour, elle est désormais dans le camp de Sergio Massa. Qui plus est, Sergio Massa a dit dès le début, tu vois, il ne s'est pas mis des barrières comme Milei a insulté tout le monde, il a dit dès le début que de toute façon, il allait inviter dans son gouvernement des secteurs qui ne font pas partie du péronisme, des secteurs plus pragmatiques, du centre-droit, etc. Donc, lui, il a toute la légitimité à aller chercher un nouvel électorat. Et il y a aussi quelque chose qui joue, qui est fondamental, c'est que Milei a polarisé la société, mais je dirais même plus que polarisé, il a vraiment mis des secteurs de la société l'un contre l'autre. C'est-à-dire, quand il parlait des gens qui recevaient une aide sociale, de dire ces gens-là sont des feignants, des parasites, l'immondice de la justice sociale ne se finance que sur les impôts des autres, et il a mis en confrontation les classes populaires avec les classes populaires les plus pauvres. Parce que ce n'est pas les classes les plus riches qui s'opposent frontalement à des programmes sociaux. Les programmes sociaux, ils les voient comme une manière aussi d'éviter des changements trop radicaux. Hein. Ça tempérise. C'est les gens qui aujourd'hui souffrent par les 140% d'inflation, par le fait qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui doivent aussi, qui rentrent dans les tranches d'impôts pour payer des impôts. C'est ces gens-là, évidemment, qui ont été confrontés par Milei. Et Sergio Massa a été assez habile en disant les résultats du premier tour nous ont montré qu'il faut absolument fermer les brèches qui nous ont divisés en tant qu'Argentins et nous unir pour le développement national. C'est-à-dire qu'à la campagne de ressentiment et de confrontation de Milei, c'est-à-dire à la campagne de passion négative, Massa a l'intelligence de ne pas opposer une campagne du rationnel, ce qui est complètement débile au niveau électoral, mais de proposer une campagne de passion positive qui soit supérieure à la passion négative proposée par Javier Milei. Ça, on va voir quels seront les résultats. En tout cas, on peut toujours… Là par contre, c'est un pronostic que je donne parce que je pense que ça va être dans les prochains jours et encore plus dans les prochains mois. La coalition libérale Juntos por el Cambio devrait imploser, tant au niveau de son électorat qu'au niveau de ses députés à l'Assemblée nationale. Et donc, vous avez vu que le péronisme à 42%, il leur manque 8% de députés pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Et donc, effectivement, ils vont aller la trouver dans dans certains députés, notamment de province, qui ont été élus sous les couleurs des libéraux traditionnels. Voilà un peu le panorama en Argentine. Donc, je répète, même si rien n'est joué, même si effectivement, on ne peut pas dire qu'un candidat va sortir vainqueur ou l'autre, je répète que l'électoral n'est pas de la politique et encore moins des mathématiques. Et la balle est dans le camp du candidat péroniste Sergio Massa. Voyons s'il transforme l'essai et qu'il ne nous fait pas une transformation à la Ramos aidé par un arbitre. Voilà. Bref, vous avez vu, vous avez compris. Voilà. Ce que je voulais dire, Ah, ça m'aurait étonné qu'ils ne viennent pas sur cette polémique que je critique. Je pense que la France a perdu sur son niveau. Même s'il y a eu toute une série de choses. Mais voilà, je voudrais bien qu'on arrête je me permets, parce que comme tu peux imaginer, français en Argentine, je veux dire, sa chambre, hein, je me suis ah oui. les mecs sont super sympas, ils te disent ça va, tu es français, bien, etc. En fait, dis-moi, ça fait comment de perdre au pénalty un match d'une importance de… Alors, c'est marrant parce que J'aurais dit, ne m'embêtez pas, je suis argentin pour une semaine. j'avais vu une photo, un montage, où on voyait Ramos tenter sa transformation et on voyait le gardien argentin, celui qui a arrêté le tir de Randal Colomwani à la dernière minute de la finale de la Coupe du Monde de foot, en disant, alors c'était la fédération de la loose, en disant le sport français résumé par cette image, c'était pas mal fait.
c'était pas Bon, mal fait. en Merci tout cas, Régis, infiniment. ce que je voulais dire, c'était que le peuple argentin est vraiment merveilleux. Le péronisme est un miracle permanent. Moi, j'ai été enchanté par mon séjour parce que c'est une société qui est aussi difficile à comprendre et vraiment, ça m'a donné une manière de bien rentrer dans leur ADN politique. Et ben là, je vous invite aussi à aller sur le site lesderives.info, sur le YouTube, sur mes réseaux sociaux, où j'ai fait plusieurs reportages depuis Buenos Aires, depuis les quartiers populaires, depuis les meetings de fin de campagne. Ça va vous aider aussi à avoir des clés pour saisir l'ambiance et comprendre les enjeux du deuxième tour. Alors, c'est d'autant plus important que tu l'as dit, l'Argentine vient d'intégrer les BRICS, enfin ce sera au 1er janvier. C'est un pays important, l'Argentine. Moi, quand j'étais président de France-Amérique latine, je le trouvais très différent des autres, hein. C'est-à-dire que l'histoire politique, bon, mais en plus à l'époque, quand j'ai pris ma présidence, c'était les années de plomb, hein, c'était la dictature militaire. Mais voilà, c'est un pays important, je pense, pas seulement sur le plan sportif, mais encore que ça compte, hein, c'est l'expression d'une culture, c'est l'expression d'une singularité. Hein, être au niveau quasiment mondial dans les deux grands sports que sont le foot et le rugby, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette caractéristique. Merci infiniment, mon cher Romain. Tu seras mobilisé pour nous après le résultat. Hein, donc, attention, hein, je t'ai repéré, tu dis, c'est peut-être le moment Massa. Bon, eh ben, écoute, si jamais c'est le moment Milei qui se confirme, celui de la primaire, eh bien, nous verrons. Hein, mais clairement, je pense que l'insertion de l'Argentine dans la multipolarité préférerait probablement, enfin, serait bénéficiaire si c'était Massa qui était élu. Alors, je prends une minute de plus, je vous ennuie une minute de plus, mais je sais que sur cette chaîne, vous êtes très attentifs au développement du monde multipolaire. Et donc, effectivement, Massa est un pragmatique. Massa a des très bons amis chez les démocrates, chez les républicains, mais là, la vision géopolitique, c'est le développement national et c'est la recherche de devises. Si les États-Unis ne sont pas présents, il ira les chercher en Chine, il ira les chercher au Qatar, il ira les chercher là où il faut. C'est quelqu'un de très pragmatique et surtout, là c'est très important, si Massa gagne, hein, évidemment, va y avoir un moteur argentino-brésilien, non, Lula, au niveau pour le développement de l'intégration régionale, mais aussi du monde multipolaire, mise évidemment sur Massa. Je pense que les deux vont faire avancer le monde multipolaire de manière très rapide, en tout cas en ce qui concerne l'Amérique latine. Si c'est Milei, alors là c'est complètement différent. Milei veut rompre avec la Chine, rompre les relations diplomatiques avec la Chine. Donc évidemment ça va. Alors même si effectivement il ne pourra pas revenir en arrière, je ne pense pas qu'ils sortent les BRICS non plus qu'ils sortent l'Argentine des BRICS, néanmoins il ne fera rien. Il bloquera, il freinera, et donc l'Argentine, au sein du monde multipolaire, évidemment, n'aura pas un rôle actif. Voilà. Je rajouterai pour conclure totalement que pour beaucoup des auditeurs, je sais que l'Amérique latine, c'est loin, que ce n'est pas forcément intéressant, qu'on ne comprend pas beaucoup, mais je vous enjoins vraiment à regarder ce qui se passe en Amérique latine, parce que d'une part, ça nous concerne tous par les changements politiques, mais aussi les évolutions économiques. Rappelez-vous qu'ils ont connu le néolibéralisme avec 20 ans d'avance par rapport à nous et que leur réaction correspond à nos réactions 20 ans après. L'Amérique latine est un continent fabuleux qu'il faut vraiment voir, analyser et comprendre pour comprendre notre réalité à nous en France ou en Europe. On est dans la série des émissions Un monde qui change et je rappelle que la première, c'était avec Romain, hein, qui avait fait un panorama important. Je vous y renvoie. Je vous dis à très bientôt. Dernière petite information concernant le Moyen-Orient. Je me suis posé la question de savoir si, compte tenu de l'actualité, on n'allait pas éventuellement faire quelque chose. Je pense que c'est absolument pas le moment. Les passions sont beaucoup trop à vif. Ce serait très difficile d'avoir une approche sereine. Donc, on le fera, hein, peut-être, à un moment qui, j'espère, sera favorable, avec des gens susceptibles d'aborder les choses de façon calme et sereine. En ce moment, c'est pas tout à fait possible. Voilà. Eh bien, écoutez, encore merci Romain. À très bientôt à tous et à très bientôt Romain.